On a déjà bien déblayé le sujet ce matin avec l'intervention de Jean-Pierre Izzo et l'intervention de M. Bataille. On va continuer sur cette lancée pour une table ronde un peu politique au vu de nos invités. Alors, on est un peu dans une période de flou en ce moment, parce que si on sait que Catherine Vautrin est ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, donc forcément du grand âge. On ne sait pas exactement à quelle sauce va être mangé le grand âge, puisqu'il n'y a toujours pas de ministre délégué ou de secrétaire d'État désigné. Je pense qu'on aurait tous aimé se dire collectivement que désormais tout était sur les rails. D'ailleurs, ça a failli, que tout était sur les rails, on aurait aimé vous raconter, normalement était prévu lundi une réunion au ministère avec les fédérations et les élus sur un premier travail sur la future loi de programmation. Bon, ça a été annulé bien sûr en l'absence de ministre. Il y a des bruits contradictoires sur est-ce que l'exécutif a dit ou pas qu'il y aurait bien une loi de programmation. Enfin, on parlera de tout ça. Voilà, donc on est dans une période un peu compliquée. Et pourtant, on ne peut pas dire que tous nos invités, chacun à leur place, n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la cause avance avec nous. Je commence par vous, Monique Iborra. Vous êtes députée Renaissance de la Haute-Garonne. Et vous avez, à un moment donné, vous nous raconterez claquer la porte parce que vous estimiez que les choses n'allaient pas suffisamment vite. Vous nous expliquerez tout ça. Jérôme Gage, vous êtes député PS de l'Essonne. Vous aussi, vous vous démenez depuis un certain temps sur ces sujets-là. Et vous avez même rédigé vous-même un projet de loi pour faire avancer les choses. Xavier Compin, bonjour. Vous êtes maire de Plouha dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes représentant du collectif des maires de Bretagne, dont on a beaucoup entendu parler et dont on va continuer à entendre parler, si j'ai bien compris, dans les prochains jours, où vous dénoncez notamment vous vous alertez sur les conditions économiques de vos EHPAD et vous réclamez que l'État prenne en main les choses. Vous nous expliquerez tout ça. Bertrand Coignec, vous êtes le régional de l'Étape. Tout le monde vous connaît ici. Vous êtes le vice-président de la FNADEPA. Voilà. Vous avez des fans en plus dans la salle. Et vous nous expliquerez ce que fait la FNADEPA, même si Jean-Pierre Izzo en a dit deux mots. Quelle mobilisation la FNADEPA entreprend pour que les choses avancent. Et puis ensuite, Jean-Philippe Vinquant, vous êtes président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et le Haut Conseil multiplie les travaux pour éclairer la puissance publique sur ces sujets-là. Alors, quelle mobilisation politique pour réformer l'accompagnement du grand âge? C'est le titre de notre table ronde. Et on va à la fois aborder la question de la mobilisation politique et puis, bien sûr, on viendra sur le contenu souhaité de la réforme. Et vous n'êtes peut-être pas tous d'accord sur ce sujet-là. On verra. Je vais débuter avec vous, Jean-Philippe Vinquant. De tous nos invités, vous êtes celui qui paraît le plus observateur et le moins militant. Mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que le Haut Conseil a d'une certaine manière un rôle militant à jouer pour défendre le grand âge. Vous nous direz si vous vous sentez militant ou observateur, mais surtout vous nous direz pourquoi là on est au bon moment, c'est-à-dire que après toutes les tergiversations que M. Bataille a expliquées ce matin, pourquoi maintenant là il faut y aller. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de me donner l'occasion de venir présenter de ma position de président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, mais l'animateur des travaux du Conseil de l'âge et l'honneur de parler en premier dans une table ronde qui comprend d'éminents acteurs très engagés sur ces sujets de la politique de l'âge, peut-être parce que le Conseil de l'âge est une sorte de maison commune ou de comité des parties prenantes permanent où se retrouvent des élus nationaux, territoriaux, du bloc départemental et communal, et ensuite les personnes concernées, les personnes qui les représentent, associations y compris d'aidants, et aussi tous les acteurs de l'accompagnement
et de l'aide et du soutien aux personnes âgées et très âgées. Et ça me donne effectivement la position d'entendre l'ensemble des voix qui s'expriment pour dire que oui, une mobilisation politique est tout à fait nécessaire pour faire en sorte que tout ce qui a été réfléchi depuis plusieurs années pour venir remédier à des faiblesses de notre système et de notre politique publique, à la fois de pleine participation et de citoyenneté des personnes âgées et de soutien et d'accompagnement renforcé à toutes celles que les incapacités, les vulnérabilités rendent à un moment tributaires de l'appui effectivement de proches ou de professionnels, faire en sorte que toutes ces difficultés puissent être dépassées, qu'on résolve les tensions très fortes qui s'expriment actuellement. Rendez-vous compte, nous sommes dans un moment où la transition démographique ne bat pas encore son plein. Nous savons que les perspectives à partir de 2030 et de 2040 d'augmentation à la fois du nombre et de la part dans la société de personnes âgées et très âgées vont suivre une pente effectivement très raide et que, évidemment, une partie de ces personnes âgées, pas toutes, seront frappées par des incapacités plus ou moins sévères et vont solliciter la politique de l'accompagnement de l'autonomie qui a été inscrite comme un risque de sécurité sociale et qui est devenue une nouvelle branche de la sécurité sociale avec le 5e risque et cette 5e branche. Et donc, nous sommes plutôt dans un moment de plat en termes d'augmentation du nombre de personnes et pourtant, notre système ne fonctionne pas correctement. Nous avons des tensions sur l'effectivité des accompagnements qui se marquent par des plans d'aide APA qui ne sont pas totalement exécutés, quand bien même le conseil départemental notifierait le bon nombre d'heures ou le bon nombre d'aides pour la personne. Il y a une déperdition qui fait que pour de multiples raisons, des tensions peut-être sur le reste à charge, des tensions très fortes aussi dans les établissements et les services pour avoir les professionnels présents chaque jour pour aller faire effectivement derrière les passages au domicile des personnes. Nous avons des tensions qui naissent aussi de la difficulté de plus faire contribuer par exemple les acteurs du système de santé et du sanitaire à la consolidation des parcours pour celles des personnes âgées qui ont des polypathologies ou des problèmes de santé qui sont aggravés. Tout ça fait que nous ne pouvons pas dire que nous sommes actuellement dans une situation qui est satisfaisante à la fois en termes de qualité d'accompagnement des personnes et de qualité du travail et des conditions de travail des établissements et des services. Et nous savons que si nous restons sur le même système qui apparaît à bout de souffle, nous aurons beaucoup de difficultés à appréhender ce défi d'avoir plus de personnes âgées, très âgées, à accompagner, en commençant par la prévention de la perte d'autonomie et en allant jusqu'à la gestion des dernières semaines et des derniers jours de la vie des personnes, avec aussi un accompagnement des fins de vie qui est très perfectible, comme le rapport du pilote de l'instance nationale Franck Chauvin pour une stratégie décennale des soins palliatifs l'a montré. Donc il y a beaucoup de choses effectivement à faire évoluer. La mobilisation que vous évoquiez, Valérie, je pense qu'elle est présente dans l'ensemble des parties prenantes, y compris du côté de l'État, y compris du côté du gouvernement, qui a affiché des ambitions et des objectifs dans le cadre d'une stratégie présentée en octobre dernier, comprenant cette perspective d'avoir une loi de programmation et d'orientation. Maintenant, il faut que tout ça se consolide et que cette mobilisation de toutes les parties, je pense, se concrétise dans un élan collectif avec des objectifs qui soient fixés et derrière aussi des moyens qui soient programmés. Quelles solutions et quel type d'accompagnement demain et comment nous pouvons les financer et faire en sorte que les grands principes de base du Conseil de l'âge soient respectés, libre choix des personnes de déterminer leur lieu de vie en fonction de leurs aspirations, de leur environnement familial et social, ce qui suppose une accessibilité financière et territoriale à une variété de solutions, d'offres d'accompagnement. Il n'y a pas que le domicile historique et l'EHPAD, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire d'intéressantes. Et deuxièmement, faire en sorte qu'on n'ait pas des restes à charge ou des contraintes sur l'offre qui font que, même si on programme dans un plan d'aide vraiment la solution la plus qualitative pour les personnes, on n'arrive pas à le mettre en œuvre parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui vient bloquer et freiner et on n'a pas cette effectivité qui est absolument nécessaire pour à la fois respecter le parcours de vie des personnes et consolider aussi leur projet de vie.
Merci beaucoup pour ce résumé extrêmement clair de ce qu'il faut faire, enfin des conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et de ce qu'il faudrait faire. Monique Iborra, je me tourne vers vous. Je le disais, vous êtes députée Renaissance. Vous êtes surtout l'ancienne rapporteure de la proposition de loi Bien vieillir qui a été débattue à l'Assemblée, qui est en ce moment au Sénat. Mais vous êtes l'ancienne rapporteure parce qu'à un moment donné, vous avez dit ben non, je m'en vais. Est-ce que vous pouvez déjà nous revenir sur cet épisode, enfin nous dire ce qui s'est passé? Et est-ce que vous avez l'impression que ce geste-là a servi à quelque chose voilà. Est-ce que vous êtes... quelques mois après, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Et qu'est-ce qui est éclairant pour nous? Oui, d'abord je voulais remercier le président de son invitation et de son investissement, et le vôtre en particulier, pour s'occuper finalement, pour mettre en œuvre une politique difficile. Une politique publique, comme il y en a beaucoup, qui nécessiterait de vraies réformes. C'est ma position. Plus que des discours et plus que des arrêtés ou des décrets. Ce qui nous a manqué, me semble-t-il, dans cette proposition de loi, qui était une proposition de loi, et je remercie quand même évidemment tous mes collègues qui ont voulu participer à l'élaboration de cette proposition de loi, mais en sachant qu'une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi, surtout dans la Ve République, et que donc, par définition et dès le départ, on ne pouvait pas prévoir un certain nombre de choses, moi, qui me paraissaient évidentes et qui devaient commencer par des réformes. Votre secteur, que je côtoie déjà depuis maintenant 7 ans, sur lequel je connaissais peu de choses, mais qui m'ont appris beaucoup. Et donc, je suis persuadée que les projets politiques, qu'ils soient du mandat précédent ou de celui-ci, y compris du mandat de François Hollande, dans laquelle aussi, avec mon collègue Jérôme Guedj, on a été pendant un moment député, eh bien, en effet, manquait de projets politiques. Pourquoi? Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ce matin. Merci, monsieur, de votre intervention. Mais la réalité, c'est celle-là. Donc, quand on nous a proposé une proposition de loi, j'avais mis 3 conditions pour pouvoir être rapporteur. La première condition, c'était de dire, oui, mais qu'allons-nous pouvoir mettre dans cette proposition de loi, puisque du point de vue financier, on ne peut pas induire, sauf si on a l'aval du gouvernement. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y avait une vraie interrogation. La deuxième condition que j'avais mise, c'est que, en aucune manière, la proposition de loi devait être définitive concernant la politique de grand âge et qu'elle devait obligatoirement être suivie d'un projet de loi grand âge. La première condition, donc je me suis aperçue très vite que finalement, par rapport au ministre de l'époque, on n'était pas sur une loi qui pouvait être ambitieuse du point de vue des réformes, dans la mesure où, évidemment, il venait d'arriver et il attendait beaucoup du CNR qui était mis en place. Il voulait, en effet, s'appuyer sur le CNR pour pouvoir lui-même proposer, non pas un projet de loi, puisque d'emblée, il avait dit très clairement, publiquement, nous n'avons pas besoin d'un projet de loi pour faire avancer le bien vieillir. Ce sur quoi j'étais absolument pas d'accord. À partir du moment où nous avons fait des propositions au ministre de l'époque. C'est Jean-Christophe Combes, je rappelle, puisqu'il y en a eu une autre depuis aussi. Oui, c'est vrai. De l'époque, en effet. L'époque pas si lointaine. Qui n'était pas la dernière. Et que donc, je me suis aperçue que finalement, il n'y avait pas d'ambition réelle. L'ambition était de dire, ben oui, c'est une PPL, c'est une proposition de loi, donc les députés sont tout à fait légitimes pour la faire, mais évidemment, elle était très contrainte.
C'est-à-dire dans les réformes que un groupe de travail a été créé avec des députés, certains qui connaissaient le sujet depuis longtemps, des députés de la majorité, je dois dire, la majorité relative, des députés qui connaissaient bien le sujet, des députés qui le connaissaient moins, par définition. Et que donc, dans les propositions qu'on a été amenés à faire au gouvernement, donc au ministre, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de propositions qui étaient déjà du domaine réglementaire. Et qu'il s'agissait, je peux les citer, qu'il s'agissait tout simplement de les rendre législatives alors qu'elles étaient déjà réglementaires et que la CNSA, à laquelle j'appartiens maintenant, avait déjà travaillé sur ces sujets. Il y avait le problème de la prévention, il y avait le problème du service public de l'autonomie, celle de la bientraitance en particulier, qui déjà faisait l'objet de travaux avec les administrations centrales et sans doute vous, et également les associations. Manquaient quand même, et manquent toujours, d'une certaine manière, les personnes âgées elles-mêmes. Parce que cette politique, finalement, qui est vraie aujourd'hui et qui était vraie hier, bien avant 2017, c'est une politique qui est très institutionnelle. C'est une politique qui, d'une manière générale, exclut, entre guillemets, exclut les députés, d'une manière générale. Quand on voit l'histoire, on s'aperçoit bien que le législatif est très peu intervenu sur cette politique. Mais justement, sur ce que vous disiez, les trois conditions, d'ailleurs vous n'en avez cité que deux, donc la troisième. Oui, les trois étaient... il y en avait deux, trois dans deux. C'était de voir ce qu'on pouvait mettre dans cette loi. Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les conditions que vous aviez mises pour être rapporteur de la PPL sont réunies ou toujours pas? C'est-à-dire la volonté du gouvernement à mettre de l'argent sur la table, la volonté de faire des réformes structurantes. Est-ce que ça, vous le sentez ou pas? D'abord, la loi sur la table, de l'argent sur la table, moi je vais revenir à ça. Tous les gouvernements qui ont commencé à rentrer par cette porte-là l'ont refermée aussitôt. On ne rentre pas directement dans le financement sans avoir un vrai projet politique que nous n'avons pas. Nous ne l'avons pas aujourd'hui non plus. D'accord. Et je voudrais juste dire des choses quand même qui sont précises, qui m'ont fait décider en effet de ne pas la voter et d'autre part de ne pas être rapporteur, a fortiori. Il n'y avait rien sur la gouvernance, alors que j'avais proposé des choses, en particulier sur les EHPAD, rien sur le reste à charge, alors que c'est la première préoccupation quand même des personnes, et rien sur les ratios d'encadrement que j'avais demandé aussi. À partir de là, je ne pouvais pas défendre cette PPL. D'accord, merci beaucoup. Jérôme Guedj. Je pense que les gens, ils applaudissent parce que peut-être ils savent que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Ah non, je pense qu'ils applaudissaient, merci. Il vous l'a fait savoir. Ils applaudissaient Monique, évidemment. C'est gentil. Alors, quand je suis parti ce matin de la maison, j'ai dit, je vais fêter mon anniversaire des directeurs d'EHPAD. Tout est en place, tout est bien. Alors, pour fêter votre anniversaire, est-ce que vous avez l'impression... est-ce que vous êtes d'accord avec Monique Iborra? Parce que souvent, vous vous chamaillez, mais en fait, là, j'ai l'impression que vous pourriez tenir le discours qu'elle tient, en fait. Mais on ne se chamaille pas sur ce point. On aime la politique. Donc après, on pourra avoir des discussions sur les modalités. Mais dans la période, on a besoin de militants du grand âge. C'est-à-dire de gens venant d'horizons très différents, dans la sphère politique, mais évidemment dans l'ensemble de la société, qui considèrent qu'on est pour l'instant loin du compte de la prise de conscience. C'est ça qui est désespérant. Là, on est dans un cercle de praticiens, de gens qui au quotidien vivent ça, et donc vous êtes convaincus du diagnostic qui a été posé par Philippe Bataille, que Monique a rappelé, c'est-à-dire le décalage gigantesque, et Jean-Philippe le pointait, y compris sur les anticipations démographiques, le décalage gigantesque entre la réalité d'un sujet du débat public et de décision politique et les réponses qui sont apportées. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, s'il y a quand même quelque chose d'assez simple, c'est la tonitruance de la démographie. Là, on n'est pas surpris
les données sont connues. Aujourd'hui, les difficultés dans les EHPAD, dans les services à domicile, et plus largement pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas concernées par la perte d'autonomie aujourd'hui, qui sont dans des situations de fragilité et de vulnérabilité, pour lesquelles l'enjeu des politiques publiques, c'est justement de mettre l'accent sur la prévention, pour dire l'objectif, c'est que vous puissiez vieillir fragile et vulnérable avec une société qui tient compte de vos fragilités et de votre vulnérabilité, et cyniquement avec pour objectif que vous ne glissiez pas vers la perte d'autonomie qui, elle, va nécessiter de mobiliser des moyens humains, budgétaires, organisationnels, mais la massification du vieillissement de la population fait qu'au-delà, c'est la formule consacrée de l'arbre de la dépendance, il faut regarder la forêt du vieillissement, et l'arbre de la dépendance ne doit pas cacher la forêt du vieillissement. Il y a 1 300 000 personnes en situation de perte d'autonomie, c'est-à-dire qui bénéficient de l'APA, et il y a 7 millions de personnes de plus de 75 ans qui, pour une partie d'entre elles, sont concernées par ces fragilités. Pour une très grande partie d'entre elles, ne seront jamais des utilisateurs des services à domicile ou des EHPAD, mais pour lesquels reste quand même la question de leur place dans la société, de l'adaptation des transports, du logement, de l'espace public, de l'accompagnement, de la lutte contre l'isolement. Bref, des sujets qui ne sont pas stricto sensu dans le champ sanitaire et médico-social, mais qui sont tout simplement dans une approche sociétale, presque anthropologique, liée à cette révolution de la longévité. Or, on ne va pas se mentir, le sujet, il reste sous la toise, avec un décalage gigantesque entre le quotidien vécu par les familles, par les aidants, par les professionnels, par des élus qui tendent l'oreille à ça, et la réponse collective. Alors, pour des raisons qu'on connaît tous, le vieillissement, ça fait peur, les questions de coût que rappelait Monique sont le chiffon rouge qui effraie tout le monde, mais donc il y a un décalage. Voilà. Et donc, moi, je veux insister sur ce point, puisque c'est le titre de la table ronde. Nous sommes face à un problème politique. Si on doit faire une comparaison, vous êtes dans la même situation que les gens qui n'étaient pas forcément écolos, mais qui avaient une sensibilité à ces questions-là, et qui, il y a 20 ans, disaient le réchauffement climatique, la question de la transition écologique va être gigantesque dans les avenirs. Donc pendant tout un temps, il y a eu du climato-scepticisme, du déni, où on enfermait ça dans une ville, c'était le maire adjoint à l'environnement qui travaillait tout seul dans son coin à planter 3 arbres, et au niveau national, c'était des ministres de l'écologie, mais qui n'avaient pas prise sur les vrais sujets que sont les transports, le logement, l'agriculture, qui sont les sujets qui ont un impact sur le réchauffement climatique. La transition démographique, pour l'instant, elle n'est pas regardée au même niveau que la transition écologique ou même que l'autre transition massive qui est la transition digitale, c'est-à-dire la numérisation de la société, l'intelligence artificielle, qui vont bouleverser toute l'organisation de la société. Et donc, si on met bout à bout ou côte à côte ces 3 transitions, il y en a 2 qui sont regardées aujourd'hui. Alors après, on peut être content ou pas content des réponses qui sont apportées, mais elles sont sur l'agenda politique. La 3e n'est pas sur l'agenda politique. Et la procrastination, elle a été commune à des gouvernements de toute sensibilité depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient intenable parce qu'on se rapproche du moment où on va devoir gérer une crise du vieillissement. C'est pour ça, et je termine par là, le sujet est donc politique. Au sens où il doit se construire sur un rapport de force. Qui ne peut pas être que porté par les experts, les sachants, les professionnels. On peut, et la FNADEPA, quand elle a fait sa campagne, les vieux méritent mieux, quand nous on essaye dans l'Assemblée de faire que le sujet monte en haut de la pile, et moi je remercie Monique Iborra et les députés Renaissance qui, voyant que ça ne bougeait pas du côté de l'exécutif, on dit on met le pied dans la porte et on fait la PPL bien vieillir, qui ne peut pas en effet être pour solde de tout compte. C'est la raison pour laquelle on est rentré, nous, par la fenêtre, là où on était laissé sur la porte, en déposant cet amendement, c'est le mien, mais peu importe, il y en avait plusieurs identiques, qui a été voté à l'unanimité par des parlementaires, qui dit on veut vraiment cette loi de programmation grand âge. Je suis d'accord avec Monique, on aura des discussions sur ce qu'on y met. Mais le simple fait, parce que dans ce pays, il faut le rendez-vous législatif, c'est une sorte de caisse de résonance de sujets dans la société. Le fait d'avoir cette perspective-là permet de créer ce rapport de force pour imposer justement ce débat. Je suis d'accord avec Monique là aussi, vous voyez, ça fait plein de points d'accord, sur le fait qu'il faut d'abord partir des besoins, de définir le projet politique. Alors là où on peut avoir, le contenu, là où on peut avoir... On parlera du contenu après. Ouais, là où on peut avoir un petit désaccord, je pense que ce projet, il existe largement. Il a tellement été documenté
par toutes les études qui ont été faites. C'est pour ça que moi, quand j'ai écrit la proposition de loi, qui n'a pas vocation à être débattue, elle fait 166 articles, c'était juste pour dire, regardez... C'est possible. Hein, regardez, c'est possible. regardez, c'est possible d'avoir cette vision panoramique, avec l'objectif justement de ne pas se cantonner sur le sanitaire et le médico-social, mais parler d'urbanisme, de lutte contre les discriminations, de lutte contre la gibbe, d'invisibilisation dans l'espace audiovisuel. Enfin, il y a toute une série de sujets extrêmement transversaux. Donc le message que je fais passer à ce stade, donc là maintenant, il faut que la semaine prochaine, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, il confirme le calendrier qu'Elisabeth Borne avait prononcé à la tribune de l'Assemblée. Ça compte quand même une première ministre. Elle a dit, il y aura, parce qu'on l'a mis dans le PPL bien vieillir, il y aura un texte soumis avant le 31 juillet et voté avant le 31 décembre. Hier, on a été inquiet parce que Catherine Vautrin, dans une interview à Ouest France, à cette question, elle a répondu « L'agenda n'est pas précis. Et on n'a pas besoin de loi, on peut faire par du réglementaire. Et les deux priorités, c'est de renforcer les contrôles dans les EHPAD et l'autre sujet, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref, c'est-à-dire les trucs qu'on... Voilà. Bon. Donc, moi, je ne désespère pas. Les signaux qu'on a eus hier, puisque Gabriel Attal reçoit en ce moment les chefs de parti, et Boris Vallaud avec Patrick Kanner, les deux présidents de groupe, a été reçu par Gabriel Attal, qui a confirmé qu'il y aurait une loi de programmation grand âge. Voilà, donc j'espère qu'il va le confirmer dans son discours de politique générale mardi prochain, mais je vois bien déjà poindre ce qu'évoquait Monique, le fait de dire, oui, mais comme il n'y a pas de moyens, ce sera une loi à l'ambition limitée. Et bien maintenant, on met toujours le pied dans la porte, il y a la loi, premier pied dans la porte, c'était la PPL bien vieillir, on a mis le pied dans la porte, maintenant on a obtenu la loi de programmation, et on va avoir un discours simple, qui est de dire, l'année dernière dans ce pays, on a fait une loi de programmation sur la défense, on a fait une loi de programmation sur le ministère de l'Intérieur, on a fait une loi de programmation sur la justice, c'est-à-dire sur les 3 compétences régaliennes, le social et le vieillissement, c'est du régalien aussi, et donc on doit être capable de construire cette loi de programmation et d'avoir ce débat, qui sera un débat compliqué, qui sera celui, une fois que les priorités sont identifiées, on va s'arrêter là des sur moyens. le fond. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, au-delà, je vous donnerai la parole pour réagir, Monique Iborra, mais je voudrais qu'on donne la parole à nos autres invités, et justement sur la mobilisation politique, parce que vous disiez, il faut continuer la mobilisation politique, mais vous, Xavier Compas, je me tourne vers vous, vous êtes donc le maire de Plouha, et vous êtes apparu dans le paysage un peu par effraction, on pourrait dire, parce qu'on ne vous attendait pas en tout cas, et d'une certaine façon, votre mobilisation politique à vous, maire de Bretagne, a bousculé les choses. Vous avez été reçu en 2 temps 3 mouvements par l'ancienne ministre Aurore Berger, signe que votre mouvement inquiétait un petit peu l'État, en fait, voilà. Donc, expliquez-nous comment vous voyez les choses à partir de ce qu'ont dit Monique Iborra et Jérôme Guedj. Comment vous inscrivez votre propre mobilisation dans cette grande mobilisation qu'il faut avoir pour que les choses avancent? Très bien. D'abord, merci Président, Vice-président, et puis tous les amis, directeurs, directrices d'établissements que je retrouve et qui sont associés évidemment à laquelle on a mené cette jolie lutte. Plusieurs choses et réactions. D'abord, les maires reprennent les clés de ce qui les regarde, c'est-à-dire la politique. D'être à portée de baffe en permanence. D'avoir un désengagement public d'État sur tous les sujets. J'ai de la chance, je suis aussi maire rural et maire littoral. Un vrai bonheur. Désengagement permanent. Il n'y a plus de permanence CAF, les maires font France Service. Il n'y a plus de carte d'identité à Guingamp sous-préfecture, pas de problème. Bibi, il fait les cartes d'identité. À l'arrivée, des emplois, plus 3, plus 5, on est très heureux de créer de l'emploi. Mais tout ça, puisqu'on parle d'argent, je dis souvent que les maires ne sont pas très dégourdis, mais ils savent un peu compter quand même. Et même pour trouver de l'argent, tout à l'heure, on fera des propositions. Notre mouvement, on l'a lancé parce qu'en fait, on s'est dit, mais... allô, bonjour, monsieur le maire de Plouha, votre EHPAD est en déficit. C'est l'an dernier, et je remercie quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'avait alerté dans la salle. Et je suis appelé tout seul, moi, à être en déficit. Quand je dis ça, c'est comme le 15 de France. Quand tout le monde gagne, sacré staff, sacré encadrement, puis des bons joueurs, puis alors une vraie belle gouvernance. Vous voyez, d'accord. Au premier euro de déficit, je m'appelle comme ça, hein, c'est Bibi qui est responsable. Parce que du coup, les partenaires qu'on a au quotidien, on va les citer, hein, nos amis de l'ARH, très chaleureusement, le conseil départemental qui va être à côté de nous, ils vont rentrer dans la lutte. Quand, je ne sais pas, mais ils vont y rentrer.
Ils vont y rentrer. C'est une question de patience. Je dis ça pour interpeller, mais c'est vrai. Parce que du coup, quand le maire il se retrouve président de CCAS devant du moins 200 000, moins 250, moins 400, je vois des têtes avec beaucoup de plaisir là. Oh, c'est breton, mais je pense qu'on pourrait peut-être étaler un petit peu le sujet. L'an dernier, c'était moins 250. Ça va être 400 cette année. Et puis le million de déficit n'est plus étranger. Alors on a vu des présidents de département, les costarmoricains, ils sont unitaires, hein, je ne dis rien contre les départements voisins, mais c'est 7 d'un côté, c'est 13 de l'autre, c'est 6. On a vu la course à l'échalote cet été, mais même 6 ou 12 millions d'euros. C'est combien qu'on va sauver? 2 établissements, un établissement par département, donc à peu près rien. La mobilisation aujourd'hui est, comme je sais qu'il y a un peu de presse, combien vous êtes? 10, 50, 28, 32? Non, bien plus que ça. 330 collectivités bretonnes ont délibéré sur le fait d'entrer dans l'action pour défendre les établissements publics et non lucratifs. 330. Ça représente presque un département breton. Ça fait 5000 élus. Ça fait 5000 élus. Et ça veut dire quoi, entrer dans l'action? Qu'est-ce que vous allez Entrer faire? dans l'action? Eh bien, la première des choses, d'abord, c'est quand même de délibérer. Le gouvernement, ça marche à coup de 49.3. Moi, si je fais des 49.3, mais j'ai les 2 baffes dans la journée, c'est vite réglé avec mon conseil municipal. Je ne peux pas faire du 49.3. Donc ça veut dire que les délibérations qu'on a faites pour entrer dans l'action publique sur les EHPAD, il a été partagé par l'ensemble du conseil municipal. Ce que nous avons lancé dès le début, c'était « nous ne paierons pas les factures d'énergie ». Il y a un temps pas très lointain où l'énergie était du bien public, où c'était la souveraineté de l'État. Et bien nous pensons que cette année, l'État aurait pu dire « écoutez, l'énergie, cette année, c'est pour moi ». Et pas faire un plus en plan avec les plans verts, les plans jaunes, les plans bleus, les plans Z, les plans X. Nous sommes un peu rassasiés, je pense comme vous les directeurs et directrices, de l'avalanche de plans ou de catalogues qui nous arrivent. On passe notre temps à faire des catalogues. Deuxième chose comme engagement, dans quelques jours, nous ne voterons pas les budgets de CCAS ou d'établissements publics au 31 janvier. Monsieur le préfet ou les préfets auront donc à peu près 2 mois pour venir vers nous, vérifier la sincérité de nos comptes, j'en souris parce que ça va être passionnant. C'est pour interpeller l'État. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Et puis après, on l'a rendu public évidemment. Nous allons rester en justice, et là je vais dire les choses. Parce qu'on dit les choses avec force, avec le langage peut-être du terrain, mais nous ne voulons pas couper des têtes. Et comme sur d'autres sujets, hier ou avant-hier, ce n'est pas une tête de ministre que nous voulons. Nous allons rester en justice. Nous allons rester en justice pour dire à l'État, ou alors il y en a une qui fait beaucoup. Ou alors elle fait beaucoup, mais il n'y a pas de raison de couper des têtes. Pour dire à l'État, vous êtes défaillant sur les droits fondamentaux. Regardons bien le sujet qui est le vôtre et le nôtre aujourd'hui. Le droit à se nourrir? Vous êtes sûr que tout le monde y a droit? Le droit à l'éducation? C'est garanti ça? Pas sûr. Et globalement, le droit à la santé et du bien vieillir, il n'est pas garanti dans le pays. Donc le sujet, c'est une vraie politique de santé qui intègre le bien vieillir pour les 2 ou 3 prochaines décennies. Donc concrètement, vous allez faire quoi? Vous allez mettre en demeure l'État? Vous allez porter plainte? Vous allez faire quoi? Oui, chaque établissement travaillera avec un cabinet conseil qu'on a trouvé sur la place de Rennes, mais pas de publicité. Et après, chaque établissement ira effectivement devant le tribunal administratif. D'accord. Pour imager, mesdames, messieurs, puis même si c'est lancé en Bretagne, hein, les coups de téléphone, on est preneurs. On va aller partout d'ailleurs. Ça va devenir un mouvement national, puisque le sujet il est juste. Et le fait que les élus locaux se leur approprient, avec leurs équipes, hein, les maires avec leurs équipes se leur réapproprient, ça va aider y compris l'action politique et législative. Je termine sur un sujet, alors encore une fois, on a bien compris que nous ne faisions pas les lois. Ce n'est pas la peine de nous le répéter, on a bien compris que les maires ne faisaient pas les lois. Par contre, on les applique avec discernement des fois quand c'est dangereux. Mais surtout, et là je tends une perche bien amicale et fraternelle aux 2 parlementaires qui sont là, par contre, on veut bien contribuer effectivement à la rédaction des amendements. Ça, vous pouvez. Hein. Alors, Bertrand Coignac, avant que vous nous donniez un petit peu un bilan de la mobilisation de la FNADEPA, c'est un peu ce que vous avez dit, Jean-Pierre Rizo, dans votre discours, c'est-à-dire que vous, FNADEPA, vous voyez d'un très très bon œil cette mobilisation des maires. Comment est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes entre les maires et les directeurs?
Alors, enfin, moi je dirais pas que c'est forcément voir d'un bon œil. En fait, c'est que ça a du sens pour la FNADEPA, cette mobilisation. Et ça a du sens, pourquoi? Parce que d'abord, ça renforce l'attelage, c'est-à-dire dans un moment difficile et que connaissent beaucoup des participants dans la salle, où on se retrouve en position d'accompagnement des personnes âgées, mais aussi de gestionnaire, et qu'on voit les comptes de son association ou de son établissement public se dégrader. On a besoin de ne pas être seul. Donc, bravo, merci de cette mobilisation. Parce qu'effectivement, ça renforce l'attelage entre les présidents de CCAS, en particulier, ou présidents d'associations, et les directrices et directeurs d'établissements. Ça a aussi beaucoup de sens parce que les présidents de CCAS sont porteurs d'une approche de proximité, je pense à laquelle la FNADEPA tient beaucoup. Jean-Pierre Rizot, tout à l'heure, dans ses discours, y a fait aussi allusion, c'est-à-dire que attention à la vision uniquement macro, hein. On en a besoin, bien sûr, puisqu'il faut des grands équilibres, mais la réponse aux besoins ou la manière dont on y répond est aussi importante, et qui est mieux représentatif que les collectivités territoriales, et en particulier les CCAS pour ça. Donc en ça a beaucoup de sens pour la FNADEPA. Enfin, cette mobilisation vient aussi amener, je dirais, un nouvel acteur, en tout cas qu'on ne voyait pas bien encore jusqu'à présent. Donc, mais Jérôme Guedj l'a dit aussi, c'est-à-dire que c'est un combat de longue haleine. Ça fait longtemps que la FNADEPA et d'autres se battent pour faire avancer la cause du grand âge dans notre société. On approche d'échéances aujourd'hui, on a toujours pas l'impression que les choses décoincent vraiment. Et là, il y a l'émergence effectivement d'un acteur, en tout cas, qui ne se mettait pas en avant, qui se positionne. Certes, la crise financière le pousse à sortir du bois, mais tant mieux, parce que des acteurs différents, il en faudra. C'est un combat de longue haleine, et il faudra beaucoup de parties prenantes, chacun dans son rôle. Et merci au maire d'être là, et c'est pour ça que la FNADEPA il trouve aussi beaucoup de sens et se sent proche de cette mobilisation. Alors, sur la propre mobilisation de la FNADEPA, est-ce que vous pouvez revenir en 2 mots sur les vieux méritent mieux? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance, que ça sert à quelque chose? Alors, c'est une mobilisation qui s'additionne à d'autres. Alors d'abord, en l'automne 2023, c'était la 2e édition. C'est pas un hasard si c'est la première édition 2022. Hein. Faut se dire, il s'est passé quelque chose avant, comme les 2 années précédentes. Donc c'est pas rien. C'est une action aussi qui c'est un peu un cri quand même. Hein. C'est-à-dire, on est là. Et le on, c'est qui? C'est certes, la FNADEPA sont des professionnels, mais on a eu l'idée à la FNADEPA d'associer les personnes qu'on accompagne et leurs proches. Et ma connaissance, c'est une mobilisation quand même assez inédite. C'est-à-dire que cette forme de mobilisation est quand même un peu différente de ce qui peut se faire par ailleurs, et intéressante. Pourquoi? Parce que on représente la parole et on permet à des personnes âgées, en perte d'autonomie pour beaucoup d'entre elles, pour celles qui sont en EHPAD ou en résidence autonomie notamment, qui ont participé via le biais de cette mobilisation en visio, et on a mobilisé près de 20 000 personnes en France. Donc ça a un écho, il y a aussi quelque chose de disséminé, et là aussi ça a du sens, c'est-à-dire que aussi par rapport à la FNADEPA, c'est-à-dire que c'est aussi une participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on a permis à des personnes qu'on ne voit jamais dans les manifestations. On voit pas dans des manifestations des personnes de 85 ou 90 ans. Eh bien, elles ont été derrière un écran, certes, mais elles ont participé à quelque chose de collectif. Donc, et qui les représente et qui est fait pour défendre leurs paroles et répondre à leurs besoins. Donc, cette mobilisation, c'est une pièce parmi d'autres. D'une mobilisation plus générale, et j'espère qu'elle va pouvoir continuer, qu'on va pouvoir l'amplifier pour continuer à représenter les personnes âgées. Merci beaucoup. Donc on voit différents types de mobilisation. C'est pas un problème de mobilisation politique, en tout cas vu de là où on est aujourd'hui. Monique Iborra, vous trépigniez depuis tout à l'heure. Vous avez envie de répondre à la fois à Jérôme Guedj, et puis plus globalement, on va peut-être commencer à parler du fond maintenant, de ce qu'on met dans la réforme du grand âge. Est-ce que pour vous, Jérôme le disait, le principe d'une loi de programmation a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui
qui vous parle. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Enfin, c'était l'unanimité des présents, hein, quand même. Non, ce que je voulais dire par rapport à la loi de programmation, ce que je pense, je pense que je ne suis pas la seule, je ne voudrais pas que ce soit une illusion. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, la loi de programmation de finances rentre d'abord par les financements. J'ai essayé d'insister tout à l'heure, et je sais que la plupart d'entre vous, parce que vous avez fait des rapports, vous avez participé à des rapports, en effet, que ces rapports, comme le disait Jérôme Gudge, et pas seulement le mien en 2017, dès 2017, eh bien, les rapports Libault montrent que nous savons quelles sont les réformes qu'il faut faire. Et d'ailleurs, dans mon rapport 2017, monsieur le maire, je désespérais un peu les conseils départementaux, puisque j'écrivais qu'il me semblait que le meilleur niveau d'intervention, c'était les intercommunalités et donc les maires. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, les choses sont bloquées. Vous les débloquez, alors avec, comment dire, foi et, j'espère, pas de violence quand même. Maintenant, vous ne serez pas violent, d'accord. Donc, non, tu vois. Pas jusque-là, monsieur le maire. Donc, non, sérieusement, je veux dire que défendre une loi grand âge avec les réformes qui sont nécessaires, ne pas le faire avant une loi de programmation financière, ça me paraît être une illusion. Et je vais dire pourquoi une illusion. Parce que d'abord, dans les lois de financement de sécurité sociale, on peut déjà, en effet, prévoir quelque chose qui soit pluriannuel. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Qu'on veuille le demander, ok, mais comment peut-on défendre une loi de financement pluriannuel quand on n'a pas fait les réformes indispensables? Ça ne me paraît pas sérieux sur le plan de la méthode. Mettons un contenu avant d'avoir un contenant. Et que d'autre part, on sait parfaitement que la loi de programmation financière pluriannuelle peut être mise à mal chaque année au moment de la loi de finances et de la loi de financement de sécurité sociale. Donc, j'ai peur que ce soit d'une part une illusion qui va bien profiter à l'opposition, hein, c'est évident, parce qu'on fait de la politique. Jérôme Gudge est d'accord avec moi aujourd'hui, mais il est dans l'opposition et il dépose des motions de censure, et évidemment, ou des motions de rejet. Pas de motion de censure pour le moment, mais des motions de rejet. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, moi je vous implore, y compris à vous, monsieur le maire, c'est demander les réformes nécessaires. Et pourquoi elles sont bloquées aujourd'hui? Parce que c'est une réforme, ce sont des réformes c'est une politique qui est essentiellement institutionnelle et qui souvent, je le dis sur France Info, donc je peux vous le redire à vous, ça ne sortira pas d'ici, les blocages viennent des conseils départementaux parce que nous sommes obligés de négocier avec eux et que les négociations, elles se font autour des financements, là aussi, et non pas au niveau des réformes. Donc, moi, je vous adjure, aidez-nous à demander une grande loi et pas forcément une loi de financement de la sécurité sociale qui, encore une fois, pourra être mise à mal malgré les vociférations des oppositions tous les ans. Voilà ce que je voulais vous dire parce que... Ça y est, ça commence. Parce que ça m'apparaît quand même être la défense de l'intérêt général et pas de la défense de positionnement politique. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, avant de passer la parole à M. Vincan, Jérôme Gudge. Monique, les oppositions ne font pas que vociférer. Et puis, par principe, il faut toujours préserver les oppositions parce qu'un jour, soi-même, on peut être dans l'opposition. Donc, il faut se dire que elles peuvent parfois être aussi au service de l'intérêt général. En l'espèce, il ne faut pas avoir de faux débats. La loi de programmation qu'on a arrachée, ce n'est pas qu'une loi de programmation financière. Les lois de programmation, elles sont prévues par la Constitution.
Et si vous lisez la dernière loi de programmation du ministère de l'Intérieur, ah ben si, ça s'appelle une loi de programmation. Monique, je t'ai pas interrompu, laisse-moi juste. La loi de programmation, c'est à la fois une trajectoire financière, mais c'est aussi une loi dans laquelle on va pouvoir avoir l'approche panoramique. Voilà. Dans la loi de programmation du ministère de la Défense, il y a un livre blanc qui était à une époque adossé, là il n'y en avait pas ce coup-ci, mais qui définit les doctrines d'engagement militaire. Dans la loi de programmation du ministère de la Justice, on y a fait aussi des dispositions techniques, précises et politiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la loi de programmation qui va venir, ce n'est pas uniquement quels vont être les financements, il faudra qu'il y ait ça aussi. Mais on peut y avoir des dispositions sur les ratios d'encadrement, par exemple, sur la réforme de la tarification des services à domicile pour sortir de la tarification horaire, mais aussi des questions celles que j'évoquais. C'est pour ça que je défends l'idée d'une loi panoramique, où on parle prévention, parce qu'on a parlé logement, parce qu'on a parlé mobilité, parce qu'on a parlé de la place des personnes âgées dans la société, de la reconnaissance de leur utilité sociale, etc. Donc, c'est l'outil juridique, c'est une loi de programmation, mais le contenu, il y aura de la trajectoire financière, mais il y aura aussi des dispositions précises. Mais je reviens... Sur la loi de programmation, pardon, c'est une loi financière, donc l'armée, c'est l'État, uniquement l'État. Oui. Le bien vieillir, c'est pas que l'État. Comment on fait avec les départements? C'est évidemment un des points de difficulté, puisque la question de la gouvernance, moi, je n'ai pas d'état d'âme, j'ai été président de département, mais je considère, au nom de l'égalité républicaine, qu'aujourd'hui, l'accompagnement du grand âge, au moment où on a créé un 5e risque, il y a des décalages de traitement d'un département à l'autre, que vous soyez salarié, que vous soyez gestionnaire et surtout que vous soyez personne âgée ou proche aidant d'une personne âgée, ou à situation de dépendance et de revenus identiques, l'offre dont vous allez bénéficier, le reste à charge qui va vous être mobilisé, les conditions d'intervention vont être tellement différentes qu'on n'est plus dans la logique de la décentralisation, qui est un principe d'adaptation à des situations locales, mais qui est d'entériner des inégalités de traitement qui, pour moi, heurte le républicain que je suis et qui considère, c'est pour ça que moi je plaide pour une sorte de serpent, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez le serpent monétaire européen, il y avait un plancher, c'est-à-dire on ne peut pas faire moins que ça, et je plaide même pour un plafond, on ne peut pas faire plus que ça. C'est-à-dire qu'après, entre les deux, il y a des adaptations qui tiennent à des considérations locales. Pour faire tout ça, je le redis, parce que malheureusement je vais devoir m'éclipser, on y arrivera. S'il y a quelques jours, j'étais dans cette salle, certains étaient déjà là, on y arrivera si ce sujet sort du seul cercle des acteurs qui sont concernés. Je vais être extrêmement clair. Si fin février ou mi-mars, parce que l'ensemble des acteurs du secteur, public, privé, EHPAD, domicile, collectivité locale, disent tous ensemble et sont capables de ramener 1 million, 2 millions, 3 millions de signatures d'habitants du pays qui disent « nous, on veut cette loi pour répondre à tel et tel enjeu ». Sortez de l'éclatement de vos revendications. La puissance publique, j'en ai fait partie, se nourrit de cette division-là. Un coup, elle va dire on fait une mesure pour le secteur associatif, puis une autre fois pour le domicile. Il faut faire une coalition du grand âge qui associe toutes les fédérations du domicile et des établissements, mais aussi les collectivités locales, et qui sont capables. Il y a 500 000 personnes qui accompagnent les personnes âgées chaque jour. Il y a le 1 200 000 de personnes âgées dont je vous parle, plus les aidants. La politique, c'est fait de rapports de force. Donc, à un moment, il faut souffler le vent, non pas de la révolte au sens violent du terme, mais de l'insurrection citoyenne qui dit « nous, on ne peut plus continuer comme ça ». Ça craque dans les EHPAD, les collectivités locales nous le disent, les professionnels aussi. Ça craque dans les services à domicile. Et je termine par là, la crise du vieillissement, elle est possible et elle sera d'une déflagration gigantesque, parce que c'est à la fois une crise de recrutement, c'est une crise de l'isolement, c'est une crise de la gouvernance, c'est une crise de l'accompagnement, et on aura des situations absolument intenables dans des territoires où non seulement on aura des déserts médicaux, mais aussi des déserts médico-sociaux, on aura des enjeux d'aménagement du territoire, et je termine vraiment par là, une des bastons à mener, parce que c'est ça qui retient de manière un peu honteuse, c'est une petite musique un peu agiste dans le pays, qui est de dire, il ne faut pas qu'on en fasse trop pour les vieux.
Il y a cette idée de cette génération gâtée pourrie, des 68 arts, qui ont bénéficié des 30 glorieuses et de tout ça, et qu'il y a cette petite musique en disant on dépense trop d'argent pour les âgés et pas assez pour les jeunes, les vulnérables, ceux qui rentrent sur le marché du travail. Il faut comprendre que l'argent dont on a besoin sur ce sujet, je termine par là, l'argent dont on a besoin, c'est que de l'argent pour de l'emploi public, privé, associatif, c'est que de l'argent pour de l'aménagement du territoire, c'est que de l'argent pour des combats féministes, parce que l'essentiel des salariés et des personnes accompagnées, ce sont des femmes. Bref, on n'est pas sur une loi pour les vieux, on est sur une loi de société qui concerne les vieux, mais qui en réalité est intergénérationnelle et concerne l'ensemble de la société. Et si on fait cette jonction-là, alors on évitera la guerre des âges, qui est aussi un des éléments possibles de la crise du vieillissement, et je pense qu'on aura fait œuvre utile. Ok, Voilà, juste un petit mot de réponse avant que vous partiez de Monique Iborra. Non, pas de réponse, vous avez entendu. Vous avez entendu. Les gilets jaunes du grand âge. Eh bien oui, c'est un peu ça, évidemment, c'est un peu ça. Écoutez, ça c'est des paroles et c'est des récupérations qui peuvent être des récupérations politiques. Qu'il y ait une mobilisation, qu'elle soit politique, qu'elle soit citoyenne, et eh ben, tu me laisses parler parce que je t'ai laissé parler. Donc, qu'il y ait une mobilisation autour, mais je n'entends pas parler de réforme depuis qu'on parle de cette miraculeuse loi de financement pluriannuel. Alors, c'est pas exactement... Je vous dis, moi, que c'est une illusion, une récupération politique quelque part, et pourquoi pas, tout le monde fait de la politique. Mais moi, je réitère le fait que cette politique aujourd'hui, comme beaucoup de nos politiques publiques, et pas depuis 7 ans, bien avant, ont besoin de réformes majeures que nous n'arrivons pas à faire. Et donc, il faut que vous nous aidiez à les faire, non pas pour l'intérêt d'un gouvernement ou l'intérêt d'un parti politique, mais pour l'intérêt général des personnes âgées et de la société en général. Je crois que sur ce sujet-là, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Alors, Jean-Philippe Vinquant. On va rentrer avec vous un peu dans le fond de ce que pourrait être une réforme du grand âge. Parce que dans vos travaux, vous faites souvent le constat de la faiblesse du système d'accompagnement actuel et d'un manque de cadre stratégique. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'ont dit les 2 députés, en fait. Mais avec vos mots à vous et sans petite bagarre, comment vous envisagez la chose? Qu'est-ce que vous préconisez pour les pouvoirs publics pour qu'il y ait enfin un cadre stratégique global qui permette de répondre à tout ce que vous avez dit dans votre propos liminaire? Alors je vais essayer de faire une synthèse à partir effectivement des travaux passés et des discussions actuelles du Conseil de l'âge. Premièrement, rejoindre quand même nos 2 honorables parlementaires députés sur le fait que, pour les membres du Conseil de l'âge, le fait qu'il y a maintenant une inscription dans les lois de financement de la sécurité sociale du 5e risque et de la politique de l'autonomie et du soutien à l'autonomie des personnes âgées, c'est une bonne chose parce que ça permet un débat annuel sur les objectifs, les moyens qui sont mis en face. Mais il nous semble que ces lois de financement de la sécurité sociale, elles n'ont pas vocation à porter l'intégralité des réformes qui peuvent être conduites. Ce sont des lois financières, elles concernent principalement l'équilibre de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel est vigilant sur les cavaliers et sur toute disposition qui serait plus sociétale, qui affirmerait des droits sans avoir de conséquences financières. Et en plus, il y a un deuxième problème, c'est que l'horizon temporel de ces lois de financement de la sécurité sociale, il est borné à 4 ans. C'est l'année en cours et un prévisionnel pour 4 années. Par exemple, quand nous avons donné notre avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous avons dit il y a des choses bien. On peut se féliciter de l'affectation de 0,15 points
de CSG apportant 2,5 milliards à la CNSA, mais quand on regarde le pluriannuel, d'ici à 2027, le retour à l'excédent de la CNSA va s'amenuiser, on va revenir à une situation proche de l'équilibre. Or, il y a des mesures qui sont engagées qui font qu'il y aura besoin d'avoir une forme de garantie et de visibilité sur les financements pour les acteurs, y compris jusqu'à 2030. Je prends l'exemple du plan de renforcement des personnels professionnels au sein des EHPAD. On a dit 50 000 places d'ici à 2030 et on ne sait pas comment... 50 000 recrutements. 50 000 recrutements, pardon. Pour tendre vers cet objectif de taux d'encadrement qui avait été défini il y a quelques années par le Conseil de l'âge de 0,8 ETP pour un résident en EHPAD. 80% si vous le préférez. Et donc, d'une certaine façon, on a déjà peut-être un premier point à traiter dans le cadre de cette loi de programmation auquel nous serons prêts à contribuer pour sa préparation et essayer de proposer les meilleurs objectifs, c'est déjà de remédier à cette situation de surtension actuellement dans notre système qui vient d'une double désadéquation sur le niveau d'accompagnement par rapport aux besoins des personnes qui sont plus lourdement en besoin d'être soutenues dans leur autonomie et donc renforcer les effectifs dans les EHPAD, permettre d'avoir une pleine effectivité des heures qui ont été effectivement consignées dans le plan d'aide APA. Donc on a ce sujet d'inadéquation à résoudre. On a une deuxième inadéquation que Monsieur le maire a évoquée. On a une inadéquation entre les coûts en fait de gestion et de production du service pour les structures organismes gestionnaires avec l'augmentation des coûts salariaux. Elle était très légitime, il fallait un plan de revalorisation massif, il a été mis en œuvre, mais tout ça pèse évidemment sur les charges salariales des organismes gestionnaires, mais comme on ne veut pas recréer de reste à charge pour les personnes, on ne veut pas augmenter le tarif hébergement pour les EHPAD habilités. On ne veut pas augmenter la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile parce qu'on ne veut pas effectivement monter trop au-dessus du tarif plancher qui a été partiellement compensé par l'État et la CNSA. De ce fait-là, on a une offre qui est très fragile, très fragilisée et qui est menacée d'implosion. Et fragiliser une offre, c'est fragiliser l'accompagnement des personnes, c'est faire reporter la charge sur les personnes, leurs aidants et leurs proches. Et ça, à mon avis, quand je regarde ce que nous voyons actuellement dans nos travaux sur les conditions du bien vivre et du bien vieillir à domicile, ça pourrait être une première priorité que de redonner des perspectives à horizon 2030, de résoudre ces deux inadéquations. Inadéquation niveau de l'aide, besoin des personnes pour être consolidées dans leurs projets et inadéquation effectivement entre les coûts pour les structures et ce que les financeurs publics peuvent mettre actuellement pour ne pas gréver le reste à charge. Moi, je prends les chiffres qui avaient été donnés sur l'effort public nécessaire à horizon 2030 par le Conseil de l'âge. C'était en 2020, nous avions dit qu'il faut au moins 13 milliards d'euros supplémentaires pour accompagner l'augmentation du nombre de personnes, mais qui est assez modéré actuellement, comme je le disais. Il n'y a pas une explosion du nombre de bénéficiaires ou de personnes éligibles à l'APA. Et deuxièmement, il faut remettre de la qualité dans les interventions et il ne faut pas laisser filer le reste à charge. Nous avons dit lors de notre examen du PLFSS 2024 que nous estimions que l'effort public engagé par toutes les mesures annoncées par le gouvernement allait atteindre 10 milliards d'euros à horizon 2030, il manque 3 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été estimé juste et convenable par le Conseil de l'âge. Et ces 3 milliards d'euros, on pourrait les mettre pour consolider l'offre, augmenter les tarifs sans recréer de reste à charge extra-légaux ou de reste à charge sur le tarif hébergement en EHPAD. On pourrait mettre le cas échéant aussi 1 milliard sur le reste à charge en EHPAD qui pourrait passer à minima, rapport de la députée Pires Beaune, par la transformation de ce qu'on a fait pour le domicile, transformer une réduction d'impôt en crédit d'impôt pour les personnes hébergées en EHPAD. On fait de la redistribution vers ces personnes des classes moyennes qui ne sont pas aidées presque à 100% par l'aide sociale et qui ne bénéficient pas à plein des 2 500 € de réduction d'impôt, à la différence des personnes âgées un peu plus aisées que ces classes modestes. Et après, on pourrait remettre de l'argent sur le domicile pour faire en sorte de retrouver une adéquation d'une certaine façon entre le tarif plancher. Ça. Deuxième horizon, juste pour l'évoquer, il faut qu'on se projette aussi à horizon 2040 avec des vrais objectifs.
un projet de société, effectivement, pour la prise en compte du vieillissement, la place des personnes âgées. Et là, il faut regarder, comme le disaient les députés, quels vont être les besoins futurs des personnes. Nous faisons actuellement des travaux de projection sur le nombre de personnes âgées, très âgées, avec l'adresse, avec l'INSEE. Et derrière, il faut mettre en regard des solutions. Il faut adapter des domiciles historiques. Il y a un plan sur 10 ans qui a été annoncé par le ministère du Logement, 680 000 adaptations de logements privés de propriétaires occupants ou parfois de locataires en lien avec le propriétaire. Et après, développer tous les autres types d'offres qui sont très prometteurs, l'habitat regroupé, l'habitat partagé, rénover les résidences. Et après, ça va coûter. Mais 2040, on a le temps aussi, d'une certaine façon, non, on n'a de pas voir. le temps, c'est ça le problème. Alors, juste, on n'a pas le temps pour ne pas programmer et planifier. Il faut penser effectivement l'avenir maintenant, se dire à quoi vont ressembler les EHPAD demain. Est-ce qu'on veut des EHPAD Girin-2 ? Est-ce qu'on veut des EHPAD qui restent mixtes dans leur public pour rester attractifs pour les personnes, les familles et les professionnels ? Si on ne crée pas plus de places d'EHPAD, on va avoir du report de personnes assez lourdement marquées par les incapacités sur le domicile. Alors qu'est-ce qu'il faut renforcer à domicile pour passer ça ? Alors, je voudrais C'est toutes ces passer questions la qu'il faut parole poser. à Bertrand Coignec. Oui, parce que les deux aspects dont parlait M. Vincan, c'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire à la fois revoir le modèle économique des EHPAD, en gros c'est ce que vous avez dit, enfin même pas que des EHPAD, revoir le modèle économique des structures du grand âge et puis augmenter les ratios de personnel, c'est aussi des choses que porte la FNADEPA. Alors, sur les ratios de personnel, je trouve qu'il y a quelque chose de raisonnement qui est important à préciser, que quand on parle de création de postes, enfin, à mon sens, c'est juste pour accompagner l'augmentation de la perte d'autonomie. C'est-à-dire que les résidents qu'on accueille aujourd'hui en établissement ou les personnes qu'on accompagne au domicile ne sont pas les mêmes que il y a 5, 10 ou 15 ans. Donc, quand on parle de création de postes, c'est juste ça. C'est-à-dire c'est maintenir un niveau de qualité. Donc, atteindre des ratios plus importants, c'est encore un objectif qui doit être bien supérieur. Donc, ce n'est pas 50 000 créations de postes qu'il faut, c'est près de 100 000. Si on veut améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes âgées, et notamment au domicile, pas qu'en établissement, notamment au domicile, ce n'est pas 50 000 postes qu'il faut. 50 000 postes, c'est fait pour juste suivre l'évolution de la perte d'autonomie des personnes qu'on accompagne. Voilà. Alors après, moi je trouve que l'urgence qu'on a quand même aujourd'hui, c'est il faut sortir on est dans une urgence économique. On a fait allusion tout à l'heure à des présidents de départements qui ont un fonds national de 100 millions ou des présidents de départements qui ont été plus actifs que d'autres, mais est-ce qu'on devra bientôt créer un RSA des établissements et services médico-sociaux ? Enfin, sortons de la précarité dans laquelle est le secteur. Donc il y a un besoin urgent parce que, sinon on va à la désespérance. Donc ça me paraît vraiment une urgence de sortir de cette précarité. Et puis il y a aussi, effectivement, on a besoin d'une vision. Alors 2040, je ne sais pas, mais au moins 2030, et on ne l'a pas aujourd'hui. Si on nous parle, à un moment on parle de CRT, centre de ressources territoriaux, puis après on parle de mise en place des services d'autonomie à domicile, puis après on nous parle des services publics départementaux de l'autonomie. Enfin, ce sont des mesures ponctuelles, mais où est la vision d'ensemble ? C'est-à-dire où les acteurs vont se situer ? Et c'est là qu'on pourra parler de financement. On a besoin d'une vision d'ensemble et de perspective. C'est ce que vous dites un peu tous, Xavier Compin, sur le côté cotère sur une jambe de bois. Enfin, vous êtes assez d'accord, je pense, avec Bertrand Coignec. C'est-à-dire que pour l'instant, on met des petits sous là où il y a des trous, mais on ne réfléchit pas à la fois en termes de vision et puis en termes de financement général. Oui, je l'ai fait avec moi tout à l'heure, Madame la députée, mais comprenez bien, même si on utilise l'humour ou parfois de se faire entendre, et on s'est fait entendre en 9 mois, comme je crois, pas de prétention, mais quelques mouvements ont eu du mal. Les maires ne sont pas des sauvageons. Quand vous me dites de faire sans violence, les maires ne sont pas des sauvageons, et c'est plutôt nous qui colmatons la digue républicaine quand elle est en train de craquer de partout. C'est mieux de le dire. Sur l'ambition politique, vous dites la réforme, oui. Avec vous toutes et vous tous, ça fait 9 mois qu'on dit réforme et vous le disiez avant nous. Donc il y a dans ce pays une vraie volonté de réforme. Elle est même aujourd'hui exprimée par ceux qui sont en bas, la première digue, avec nos résidents, avec les familles qui rentrent dans le jeu, avec aussi les organisations syndicales qui vont commencer à arriver dans le mouvement. Et il faut s'écouter, je crois, à la question de l'ambition. Le préambule, il est tout trouvé, en fait, le préambule de la loi.
Le préambule, c'est il doit être garanti dans notre pays, quelles que soient ses conditions de revenus ou de territoire, l'âge de l'indépendance venu, la possibilité d'être dans un établissement. Et je pense que nous tournons autour de l'argent. En fait, on fera des lois, on fera des textes. On peut partager assez, là, effectivement, maire et territoire en résistance, on peut partager assez, il faut une vision, mais en fait, dites-nous clairement et montrons clairement qu'une volonté politique dans ce pays de mettre la main sur l'argent là où elle est. Et je disais encore avec les mêmes mots, comme les maires ne sont pas éminemment savants ou dégourdis, mais c'est Montesquieu qui disait « J'aime bien ces paysans, ils ne sont pas assez savants pour se donner de travers. » Nous sommes sûrement les paysans du quotidien. Il y a aujourd'hui 88 milliards de cotisations sociales qui échappent. Si moi, maire de la commune ou président de CCAS, je ne paye pas mes cotisations sociales, ça met une semaine et je suis à l'encre rouge. On cherche des moyens, courage politique. Il y a entre 80 et 100 milliards d'euros d'évasion fiscale qui échappent au budget de l'État et au budget des collectivités locales. Et ce que je vous dis là, il est fondé sur le mouvement des maires engagés. On aurait dit ça il y a 10 ans, on passait pour de méchants révolutionnaires ou gauchistes. Aujourd'hui, c'est dans toutes les têtes. Il faut la volonté politique pour aller mettre l'argent là où elle est et avoir le courage de financer. On a besoin de 10, 12, 15, allez, 20 milliards d'euros par an pour mettre nos établissements à flot. Il faut abonder la 5e branche. Le temps d'abonder la 5e branche correctement en mettant à cotisation sur les revenus, sur le capital, sur la diversité de ressources, on a là des mannes financières qu'il faut peut-être activer pour financer. Alors, je voudrais vous laisser la parole dans la salle, voilà, mais c'est ce que j'allais vous dire, de conclure un peu sur ce sujet avant de passer la parole à la salle. Un tout petit mot, parce que c'est vrai, on a beaucoup parlé et il vaut mieux qu'on vous entende aussi. Moi, je remercie M. Vincent, que je connais depuis un certain temps, puisque avant d'être là où vous étiez, vous vous occupiez déjà à la DGCS, je crois. Je vous avais auditionné. Directeur de la DGCS. Je vous avais auditionné en 2017. Et donc, je vous remercie d'avoir cité les financements que ce gouvernement a mis jusqu'à présent dans la loi Grand Âge. Plus que le mandat précédent. Et pourtant, c'est l'insatisfaction. Et tout le monde est d'accord pour dire non, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, le financement est important, mais un financement qui intervient sur quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est un financement qui ne sert pas à grand-chose et qui est toujours insuffisant. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour dire, mais en plus les réformes, on sait ce qu'elles doivent être. On le sait. On sait ce qu'on a à faire, on le sait, et on ne peut pas le faire. Alors vous me direz, le gouvernement est directement concerné, évidemment. Donc, moi, je me terminerai là-dessus en vous disant, aidez-moi, non, parce que je ne suis pas la seule, évidemment. D'ailleurs, pour ce qui est de la loi bien vieillir, elle est en train d'être complètement détricotée au Sénat. Donc, on verra ce qu'elle va devenir, mais pour le moment, elle est vraiment détricotée. Et donc, moi, je vous demande, en effet, ensemble, qu'on continue à défendre la nécessité de réformes qui sont absolument nécessaires, sinon vous ne serez jamais satisfaits, nous non plus, et pourtant, on y aura mis beaucoup d'argent. Voilà, merci pour cet encouragement à l'engagement. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou pour les gens qui nous regardent ? Je vois 2 personnes. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez poser des questions aussi par écrit. Oui, bonjour. Dominique Monneron, Fondation Partage et Vie, administrateur FEAP. Madame Iborra, je pense qu'avec ce que nous a dit Jean-Philippe Vincent, on voit bien que les solutions, les réformes, on en a conscience, on les connaît et on peut les mettre en œuvre. Sur les questions de vieillissement, on a de l'important, et puis de l'important et urgent, qui est en particulier le devenir des établissements et services qui aujourd'hui accompagnent les personnes âgées. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, Madame Iborra, sur le fait que
une réforme, et une réforme urgente maintenant, en 2024, est indispensable. Cette réforme, elle va passer par le PLFSS 2025, qui doit être enfin un vrai PLFSS de rupture sur la politique du grand âge. Elle va passer par des mesures législatives dont je ne sais pas si elles peuvent rentrer dans la PPL bien vieillir ou dans la programmation, mais qui sont nécessaires aussi pour modifier un certain nombre d'éléments, en particulier sur la gouvernance de notre secteur. Et puis troisièmement, à moyen terme, avec une loi de programmation. Ces trois éléments-là, ils doivent être présents en 2024. Parce que si ce n'est pas le cas, vous avez un grand risque, c'est que le système finisse par craquer. Vous avez aujourd'hui, et on est dans une salle qui est particulièrement concernée, des directrices et des directeurs qui, depuis 4 ans, font les pieds au mur. Alors vous avez le choix, soit ils sont entre le marteau et l'enclume, soit ils sont au milieu de l'élastique qui est en train d'être étiré, mais qui font les pieds au mur pour que ça continue à fonctionner. Et ils sont victimes de leur bonne volonté parce qu'à force que ça fonctionne, du coup, il ne se passe rien. Donc ma question, elle est simple. C'est, vous nous demandez de vous aider. Pas de problème, on va vous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider? Nous attendons, dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, une indication claire sur le sujet. Si cette indication claire n'a pas lieu, comment réagirez-vous et que pouvons-nous faire? Moi, je peux vous dire que vous avez un rendez-vous fin février. Nous connaîtrons les résultats de nos établissements et services pour fin 2023. Ils vont être catastrophiques. Ça va se compter de l'ordre du milliard. Et donc, vous ne voulez pas de gilets jaunes, mais quelle mobilisation voulez-vous pour qu'il se passe enfin quelque chose en 2024? Merci. Je voudrais que Monique Iboura vous répondiez, mais aussi vous, Monsieur Compa. Allez-y, Monique Iboura. Oui. Juste un mot par rapport à ce que vous dites. Encore une fois, le PLFSS n'est pas le bon vecteur. Le PLFSS, c'est quoi? Ce sont des mesures qui sont annoncées, mais ce ne sont pas des réformes. Le PLFSS, comme la loi de financement de programmation pluriannuelle, ne sont pas les bons vecteurs si on veut obtenir une modification. Par exemple, je vous donne des exemples. Le modèle des EHPAD. Depuis 10 ans, on dit qu'aujourd'hui, le modèle des EHPAD, et je défends cette idée, n'est plus adapté aux personnes que vous recevez. Pourquoi ? Parce que les EHPAD d'il y a 10 ans, et vous le savez mieux que moi, ce ne sont pas les EHPAD d'aujourd'hui. On ne parle jamais d'une population dans les EHPAD, on n'en parle jamais, qui sont ces personnes qui sont Alzheimer ou l'équivalent. On ne parle jamais d'eux. Et pourtant, ils constituent la majorité des personnes que vous recevez. Est-ce que c'est adapté? Est-ce qu'il est adapté que les deux types de personnes que vous avez puissent être dans le même hébergement? Est-ce que ça ne complique pas votre organisation? Est-ce que ça ne demande pas des formations qui sont quand même différentes? Et est-ce que c'est ce qu'on peut attendre des personnes qui sont hébergées en EHPAD? Je ne le crois pas. Au-delà de ça, on est dans la loi de financement de sécurité sociale pour vous dire à quel point le vecteur n'est pas bon. En 2022, on a voté une modification de l'organisation des EHPAD. En fait, les EHPAD pouvant sortir à domicile, qu'on appelait les centres de ressources ou centres territoriaux de ressources, ou les centres de ressources ou l'EHPAD plateforme. Aujourd'hui, 2 ans après, où on en est, rien n'a bougé. Rien ou pratiquement rien n'a bougé. Et vous avez entendu M. Vincan, vous l'avez entendu, lui, il se projette jusqu'en 2040. Alors, je voudrais oui. Ce n'est pas possible. C'est dans l'urgence et c'est maintenant que nous devons faire les réformes qui sont nécessaires. Nous ne devons pas attendre 2040. Alors, justement, alors, ce que vous demandez, c'est quelle réforme, c'est ça? Voilà, quel contenu? Non. Mais non. Comment on fait? En fait, le sujet, merci Monsieur le Directeur. Voilà, pour répondre à la question. Parce que je pense que les gens de terrain vont se comprendre. Comme on n'est pas trop perché, on atterrit vite. Ça agace, ça agace, ça agace.
Et c'est plein de respect président de la République, c'est plein de respect pour les parlementaires. On n'est pas plus malin que les autres, mais on y est tous les jours. On y est tous les jours quand c'est compliqué, on y est tous les jours quand c'est grave. Et même des fois, il faut faire le médecin, même si on a fait que des études de vétérinaire. C'est pas de bol, mais ça arrive. Le sujet, il est quand est-ce qu'on va mettre les moyens sur la table. On le dit, nous, différemment, avec notre parole de maire, avec nos populations. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était hier des établissements, ce qu'on appelait les foyers logements, on n'arrivait avec pas trop de dépendance, on avait quitté la petite maison, la petite ferme. C'est ça notre modèle qu'on défendait. Et aujourd'hui, dans vos établissements, mais c'est dépendance plus. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet de territoire qui est le trou dans la raquette. Le trou dans la raquette, il est quel établissement entre je ne peux plus complètement rester tout seul parce que l'EHPAD à domicile, mais c'est un rêve et une incantation, l'EHPAD à domicile. Nos CIAS sont aussi à bout de souffle. Et puis s'il faut parler d'argent avec beaucoup de respect, et jamais de la part des maires, il y a de l'insulte et de la provocation. Comme Madame Borne cet été. Non, mais c'est loyal, écoutez ma fin de la phrase, je respecte. Quand elle met 100 millions d'euros, 50 pour les EHPAD, 50 pour les CIAS, 1,5 milliard pour Orpea. Il y a peut-être quand même à chercher l'erreur. Alors juste... Est-ce qu'on veut glisser Est-ce qu'on veut laisser glisser le modèle? J'aimerais juste que vous répondiez à la question de Mix Monroe qui vous demandait comment la salle peut vous aider dans votre mobilisation. Voilà, vous n'avez pas répondu ni l'un ni l'autre. Ah ben si. Numéro de téléphone tout à l'heure à l'apéro, et on va devenir un mouvement national qui va prendre de l'ampleur. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole, madame, juste monsieur Vincent, vous vouliez rajouter un petit mot? Non, peut-être juste glisser quand même quelques pistes qui confortent l'idée que Rapidement. réformes sont nécessaires pour venir débloquer des points qui sont actuellement très tendus ou crispés dans notre système et qu'on peut s'appuyer sur des démarches qui ont été engagées. La réforme de la tarification des EHPAD avec la fusion des sections soins-dépendance. Si on se donne les moyens de faire une belle réforme, moi, je l'avais préconisé pendant la concertation Libo, je présidais un des ateliers. Mais si on en profite pour redonner du sens à ce qu'on vient financer sur ce nouveau 5e risque au sein des EHPAD, si on en profite pour remettre les professionnels de la prévention sur cette nouvelle section et pas sur la section hébergement, comme nutritionnistes, diététiciens, toutes les actions de prévention qui sont portées beaucoup sur le tarif hébergement. Il y a assez peu de prévention qui est financée sur le soin. Si on en profite pour faire prendre aussi une partie des frais de direction, d'administration et peut-être immobilier de l'EHPAD, comme l'assurance maladie les prend en charge pour une maison d'accueil spécialisée. Si on en profite pour dire que tout EHPAD devra avoir à tout le moins une unité de vie Alzheimer et peut-être un bout d'UHR et que ça sera financé sur ce nouveau forfait. Si on en profite pour dire que l'économie que feront les conseils départementaux sur l'APA en hébergement, nous les autoriserons à les conserver pour les redéployer sur l'APA à domicile et avoir un meilleur financement de l'APA à domicile. Mais à partir de cette mesure, qui est une réforme profonde, la fusion des sections, on pourrait d'une certaine façon avoir quelque chose qui résoudrait beaucoup des problèmes actuellement des EHPAD et qui n'interdirait pas de se projeter sur un avenir des EHPAD plus mixtes avec des interventions hors les murs. Moi, je suis allé visiter un EHPAD de la MGEN dans le Val d'Oise qui s'appelle la Donation Brière où ils sont en tarif global. Ils sont DRAD expérimentateurs futurs CST. C'est devenu un pôle très très fort d'une certaine façon, territorial, travaillant avec les SAD, avec le dispositif d'appui à la coordination du Val d'Oise, ayant pu recruter des nouvelles ressources sur les financements DRAD CRT qui bénéficient, y compris l'EHPAD, parce qu'il y a une partie des gens qui sont suivis à domicile par le DRAD, qui connaissent déjà l'EHPAD pour des activités de jour ou pour avoir eu des réunions de sensibilisation ou de prévention au sein de l'EHPAD. Si on fait des choses comme ça, avec beaucoup d'éléments qui sont déjà présents, et si on les réfléchit pour améliorer les choses, il y a les moyens de faire. Monsieur Vincent, les départements s'y opposent, c'est ça. Oui, mais moi je suis désolé, sur la fusion des sections en EHPAD, évidemment, il y a une forme de dessaisissement, soit de l'ARS, soit du conseil départemental. Ce que nous avions préconisé avec Laurent Sassous dans la concertation Libo, c'est de dire, voilà, de droit commun, ce serait plutôt l'agence régionale de santé qui aurait vocation à porter ça. C'était ce qui était prévu au départ et ce qui n'a pas été accepté. Par accord entre l'ARS et les conseils départementaux qui veulent, d'une certaine façon, être très mobilisés auprès des EHPAD et avoir la vision globale de l'accompagnement des EHPAD, il pourrait y avoir une option, c'est le conseil départemental qui gère
l'ensemble des sections Stop. de On l'EHPAD. va s'arrêter là. Monsieur ça, Vincent, excusez-moi pour laisser peut passer. les gens dans la salle. Juste, en fait, vous n'avez pas été contacté pour à nouveau rentrer dans un cabinet ministériel. Parce que vous avez plein d'idées, là. Ce serait le moment de... Les gens savent que je me plais dans ce que je D'accord. Ok. Alors, on a 2 personnes qui souhaitent intervenir. Voilà, vous, madame, et ensuite vous, madame. Rapidement, s'il vous plaît. Je fais rapide. Bonjour, Marie Lécuyer, je suis présidente de la FNADEPA Bretagne. Madame Iborra, je ne fais pas de politique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous nous dites... Nous, on est sur le Titanic, qui est en train de couler, et vous nous dites on ne peut pas vous donner de sous parce qu'on va trouver la forme des canaux. Et en fait, nous, on est en train de couler. Le contenu de la réforme, on le connaît. Vous y avez participé avec votre rapport. Il y a de nombreux rapports. Et la FNADEPA contribue largement aussi. On sait ce qu'il faut faire pour la réforme, mais les sous, on en a besoin maintenant, pas dans 3 ans. Et nous, en tant que directeur, on ne veut pas... c'est très difficile à entendre et c'est inaudible de nous dire le financement ne suffira pas. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va mettre dans la réforme. Mais ça fait des années qu'on y réfléchit, on le sait. Et les sous, on en a besoin maintenant. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Faites comme nous en Bretagne, en fait, les directeurs, tous les participants qui sont là aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre maire ou votre président d'association, si vous êtes dans une association, et vous lui dites d'appeler Monsieur Compin, que je remercie vraiment d'être là aujourd'hui, et de prendre la tâche des élus bretons qui tendent la main à tous les autres départements pour embrayer le mouvement. Moi, je suis convaincue, ça fait des années que nous, directeurs, on crie haut et fort qu'il faut une réforme et qu'on n'a pas les financements qu'il faut, on n'est pas entendus. Les maires, ils seront entendus. Pourquoi Aurore Berger, elle est venue dans les départements bretons ? Pourquoi il y a eu des finances dans les départements bretons ? C'est parce que les maires ont pris les choses en main, sont allés la voir, et que si elle est venue, c'est parce que ça les embête. Si aujourd'hui, un petit mouvement, excusez-moi, Monsieur Compin, mais à l'échelle de la Bretagne, il enquiquine le gouvernement, demain, si tous les départements et les régions françaises rejoignent le mouvement, ça va faire plus qu'enquiquiner, ils vont être obligés de bouger. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, Merci. Madame. Oui, je suis Christelle Andrès, donc je suis directrice d'EHPAD dans le Sud-Loire, à côté de Nantes. Je vais revenir sur quelque chose de très terre-à-terre, Madame Iborra. Moi, ça m'interpelle quand, en même temps, on est tous d'accord. Effectivement, avant de définir des financements, il faut définir un projet. Vous avez bien raison. Cependant, il y a quand même des projets et des réalités qui ont été décidées par l'État lui-même. Je parle du Ségur, le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, puisque vous êtes partie prenante de la CNSA, aujourd'hui, la CNSA verse à peu près 60% de ce que coûte le Ségur aux établissements. Il le verse aux ARS qui le reverse aux établissements. Et les ARS vont compléter comme elles le peuvent, parce qu'elles sont peut-être un petit peu plus sensibles au terrain pour certaines. Et quand je parle des CNR, ce sont les crédits non reconductibles. Hein. C'est pas le Conseil national de la refondation. C'est pas le Conseil national de la refondation, je précise. Donc des crédits non reconductibles, ça veut dire que nous, directeurs d'EHPAD, le mesure Ségur, c'est quand même une mesure d'attractivité de nos professionnels qui a été annoncé par le président de la République au lendemain du Covid, parce qu'il fallait mobiliser les troupes, garder les troupes dans les EHPAD pour les prochaines vagues. Et Total, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on verse le Ségur 1 pour se rendre compte qu'à la fin de l'année, le compte n'y est pas. Il manque dans tous les EHPAD à peu près 10 à 20% du montant du Ségur. Quand les établissements sont en crise financière, il ne faut pas non plus chercher loin. Je veux dire, l'inflation est passée par là, mais le Ségur, c'est quand même des mesures salariales. Ça veut dire que c'est tous les ans, et tous les ans, on creuse le déficit. Moi, personnellement, j'ai choisi la méthode d'être en contentieux avec l'ARS sur ce point-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense que ce que vous dites est largement partagé dans la salle. On va clôturer là, si ça vous va, vu l'heure. Merci à tous de votre participation. Merci à nos invités. Et je vous dis au revoir. Et vous retrouvez à 14h pour parler de la fin de vie.